Bonjour à toi, tellement content que tu sois là. Profitons-en. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument que tout le monde pense connaître par cœur. Jean de La Fontaine? Exactement. Une sélection de ses fables tirées du livre 9. Mais on va vite s'apercevoir que l'image qu'on a gardée de l'école, Ah oui, les petites morales bien sages. voilà, c'est très très loin de la réalité qu'on trouve dans ces textes. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on découvre, en fait, c'est un La Fontaine beaucoup plus philosophe, plus combatif. C'est ça. Et c'est un peu notre mission aujourd'hui. On va voir que ces fables, c'est pas juste de jolies histoires avec des animaux. Non, C'est une réponse, mais une réponse directe, poétique et, franchement, incroyablement audacieuse à l'un des plus grands esprits du XVIIe siècle. René Descartes? Le voilà. Et le fil conducteur de tout ça, c'est une question, l'intelligence animale. Tout à fait. Et pour ça, il y a un texte qui est la clé de tout, la fable numéro 20, le fameux discours à Madame de la Sablière. C'est presque un manifeste, en fait. C'est exactement ça. C'est là qu'il expose sa pensée de la manière la plus claire. Bon, alors défier Descartes à cette époque, ce n'est pas rien. Avant de plonger dans les fables, il faut qu'on mesure bien l'ampleur du défi. C'était quoi exactement cette théorie de l'animal-machine ? Alors, c'était la nouvelle philosophie et ça a été un vrai tremblement de terre intellectuel. Pour Descartes et La Fontaine, le cite presque mot pour mot. Oui, Les animaux sont des automates, des machines. des machines. Oui, très sophistiquées bien sûr, mais sans aucune pensée, sans âme, sans conscience. Leurs actions ne sont que des ressorts, des mécanismes purs. Il utilise une image très forte pour ça, non ? Oui, il dit « telle est la montre qui chemine ». Un animal, c'est une horloge qui bouge, rien de plus. Attends, il faut bien qu'on saisisse ce que ça implique. Ça veut dire que si un chien hurle parce qu'on lui a marché dessus, Oui, Descartes nous dirait qu'il ne ressent pas la douleur. c'est exactement ça. Il n'y a pas de sentiment, juste une réaction mécanique. C'est juste un ressort qui se déclenche, quoi, comme une sonnette. Voilà. C'est une idée qui peut nous paraître glaçante aujourd'hui, mais qui était très cohérente avec sa vision du monde. Et c'est face à ce mur philosophique que La Fontaine va construire son argumentation. Mais pas avec un traité. Non, surtout pas. Avec ce qu'il fait de mieux, des histoires. C'est ça qui est génial. Il ne dit pas frontalement « Descartes a tort ». Il dit plutôt « Regardez ça, et maintenant essayez de me dire que c'est une machine ». C'est tout à fait sa méthode. Alors, quelles sont ces preuves? Par quoi il commence dans ce fameux discours? Il commence par l'observation, presque comme un scientifique, un éthologue avant l'heure. Et son premier cas est saisissant. C'est l'histoire du vieux cerf. Ah oui. Il décrit une scène de chasse, un cerf expérimenté, chargé dents, sans qu'il ait perdu, qu'il va se faire prendre. Et là, il fait un truc de fou. Il change complètement de stratégie. Il va chercher un jeune cerf et il le force à prendre sa place pour tromper la meute de chiens. En gros, il sacrifie un de ses congénères pour sauver sa peau. C'est d'un cynisme et d'une intelligence incroyable. Ça implique une conscience de la mort, un plan complexe. Exactement. On est très très loin de la montre qui chemine. Et La Fontaine le souligne d'ailleurs. Que de raisonnement pour conserver ses jours. Il est admiratif. Et il ne s'arrête pas là, je crois. Non, il enchaîne avec l'exemple de la perdrix. Pour protéger ses petits, elle va attirer le danger sur elle. Il écrit qu'elle fait la blesser et va traînant de l'aile. Pour que le chasseur et son chien la suivent, elle, et s'éloignent du nid. Voilà, c'est de la tromperie délibérée, un sacrifice calculé. Comment un simple automate pourrait concevoir un tel mensonge? C'est une excellente question. Et après les individus, ils passent à l'échelle supérieure, non? Aux sociétés? Oui, et c'est peut-être son argument le plus fort. La République des castors. Il les décrit comme une véritable société d'ingénieurs. Ils construisent des barrages, des digues. Des logis complexes. Il parle d'une organisation du travail, avec des maîtres d'œuvre, une discipline. Pour lui, c'est une société organisée. Et il ose une comparaison assez folle. Ah oui, il n'hésite pas à dire que la République de Platon ne serait rien que l'apprenti de cette famille amphibie. C'est une charge directe contre l'idée que seule l'humanité est capable de créer un ordre rationnel. Et juste après ce manifeste, comme pour renforcer le clou, il nous livre une autre fable, qui est un exemple parfait. Les deux rats, le renard et l'œuf. C'est ça. Si le discours était la théorie, cette fable, c'est la démonstration par l'absurde. Deux rats veulent voler un œuf. Problème, comment le transporter sans le casser?
Et la solution qu'il trouve est géniale. Ah, elle est incroyable. L'un se couche sur le dos, il serre l'œuf contre lui, et l'autre le traîne par la queue. Ils inventent la brouette, en fait. C'est presque ça, oui. Un chariot improvisé, on imagine la scène. Et La Fontaine conclut avec un défi, on l'entend presque le dire avec un sourire en coin. Oui, Qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Pour lui, la discussion est close. La preuve est là. ce qui est fascinant, c'est qu'en montrant ces animaux si intelligents, il nous tend un miroir. Tout à fait. Et le reflet n'est pas toujours très flatteur pour nous, les humains. Il met souvent en parallèle cette intelligence animale avec notre bêtise. C'est un de ses procédés favoris. Le contraste est permanent. Prenez le chat et le renard. D'accord. Le renard, c'est l'intellectuel arrogant. Il se vante. J'ai 100 ruses au sac. Le chat, lui, est beaucoup plus modeste. Je n'ai qu'un tour. Et bien sûr, le danger arrive. Une meute de chiens. Le renard panique, il essaye ses 100 tours inutiles, il se fait tuer. Le chat, lui, applique son unique plan. Il grimpe à un arbre. Et il est sauvé. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Le loup et le chien maigre, où la ruse l'emporte sur la force. Oui, et là, c'est l'animal domestique qui est plus fin que le prédateur. Le loup est décrit d'emblée comme sot et peu habile. Il tombe sur un chien tout maigre. Et le chien, au lieu de paniquer, lui vend une histoire. Exactement. Il lui dit « Attends un peu, la fille de mon maître se marie, il y aura un grand festin. Je serai bien gras. Reviens à ce moment-là. » Et le loup, naïf, le croit et s'en va. Il tombe dans le panneau. Quand il revient, le chien est à l'abri et se moque de lui. La ruse a gagné. Mais la critique de l'humanité ne s'arrête pas là. Il y a aussi notre arrogance, notre certitude de tout comprendre. Je pense à la fable du gland et la citrouille. Ah, l'histoire de Gaillero, le paysan qui se prend pour un meilleur architecte que Dieu. C'est ça. Il regarde la nature et il trouve qu'elle est mal faite. Pourquoi un petit gland sur un grand chêne et une énorme citrouille sur une petite tige? C'est illogique pour lui. Et il aurait fait l'inverse, bien sûr. Évidemment. Et la nature va lui donner une leçon très, très directe. Il s'endort sous le chêne. Et un gland lui tombe sur le nez. Et là, c'est la révélation. Il se dit « Et que serait-ce donc si ce gland eût été gourde ?» Il réalise qu'il y a une sagesse dans cet agencement qui le dépassait complètement. C'est une belle fable sur l'humilité intellectuelle. Tout à fait. Et il pousse cette idée que la sagesse se cache là où on ne l'attend pas à l'extrême dans une fable très étrange, le fou qui vend la sagesse. Ah oui, celle-là est déroutante. Un homme crie qu'il vend la sagesse. On lui donne de l'argent et en retour, il donne une gifle et un bout de fil. Ça ressemble à une arnaque. On pourrait le croire, mais on apprend ensuite la signification. Le fil symbolise la distance qu'il faut toujours garder avec les personnes insensées. La vérité était là, mais sous une forme absurde que la plupart des gens ne voient pas. D'accord. Donc, si on récapitule. D'un côté, on a des animaux capables de raisonnement, de stratégie, de ruse. Oui, De l'autre, des humains, souvent vaniteux, sots, arrogants. On pourrait croire qu'ils placent l'animal au même niveau que l'homme. Est-ce qu'il va jusque-là? c'est la question fondamentale. Et sa réponse est d'une finesse remarquable. Non, il ne va pas jusque-là. Il ne remplace pas le dualisme de Descartes par un monisme où tout serait pareil. Il propose autre chose. Il propose une troisième voie, une sorte de hiérarchie des âmes qu'il expose à la fin du discours. Une hiérarchie des âmes, c'est-à-dire... Il imagine que les animaux possèdent bien une âme, mais c'est une âme matérielle, une quintessence d'atomes, dit-il. Une âme faite de matière. De la matière la plus subtile qui soit, oui. Et cette âme leur permet de sentir, juger, rien davantage. Et il précise, juger imparfaitement. C'est ce qui explique leur intelligence pratique. D'accord. Donc, une âme de base, matérielle. Et nous, les humains, Pour l'homme, il postule ce qu'il appelle un double trésor. un double trésor. On possède d'abord cette même âme animale. C'est notre part de nature, nos instincts, nos passions. Mais en plus, nous avons une seconde âme, une autre âme entre nous et les anges communes. Une âme immatérielle. Voilà, une fille du ciel, immortelle, capable de pensées abstraites. C'est elle qui nous relie au divin. C'est incroyable comme idée. Donc, il ne dit pas juste Descartes à tort. Il crée une toute nouvelle catégorie philosophique. C'est ce qui rend sa pensée si moderne. Il refuse les ruptures brutales. Il n'y a pas la matière d'un côté et l'esprit pur de l'autre. Il y a une continuité, un continuum de sensibilité et d'intelligence. Mais avec une spécificité humaine. Voilà, tout en préservant cette spécificité.
Il utilise la poésie pour avancer une hypothèse sur la nature de la conscience qui est d'une finesse folle pour son époque. En somme, ce parcours dans le livre 9 nous montre un La Fontaine complètement différent. Ce n'est plus le conteur pour enfants. Non. C'est un penseur qui observe le monde, qui dialogue avec les sciences de son temps et qui ose proposer sa propre vision. Ces fables sont de véritables expériences de pensée. Et pour laisser une dernière chose à méditer, il y a une phrase à la toute fin du discours qui est vertigineuse. Laquelle? Après avoir bâti toute sa théorie, La Fontaine se tourne vers le plus grand mystère. Comment l'esprit immatériel de l'homme peut-il commander à son corps machine? Comment l'âme et le corps interagissent? La grande question. Et là, avec une honnêteté désarmante, il avoue que personne n'en sait rien. Et il ajoute « Descartes l'ignorait encore ». Waouh! Il renvoie le plus grand rationaliste de son temps à un mystère qu'il n'a pas su résoudre. Exactement. Et ce mystère, il reste entier. Aujourd'hui, avec le développement des intelligences artificielles, les débats sur la conscience animale, on se pose exactement les mêmes questions. Qu'est-ce que la conscience? Où est la frontière entre un mécanisme ultra complexe qui imite la pensée et un esprit qui la produit vraiment? La Fontaine, il y a plus de 300 ans, ne nous a pas donné de réponse. Mais il nous a offert un langage, des histoires et une humilité intellectuelle pour aborder ce vertige. Et c'est peut-être ça la plus grande des sagesses? Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.